Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ses premiers pas sont-ils rassurants à la tête du Sénégal comme cinquième président de la République? Investi en pompe le 2 avril, Faye nomme son mentor dans la foulée, son mentor Ousmane Sonko, Premier ministre. Puis tous deux forment un gouvernement restreint de 25 ministres appuyé par 5 secrétaires d'État. La rupture systémique annoncée est-elle en train de prendre corps, en l'absence d'ailleurs de l'ancien président Macky Sall qui a pris, lui, la tangente? Question fondamentale administrée à nos consultants que je fais découvrir tout de suite. Ibrahim Théolam, bonjour. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. Oui, Ibrahim Théolam est entrepreneur dans l'âme, on va dire, depuis plusieurs années. Vous avez ouvert plusieurs cabinets de conseil aux entreprises en France et en Afrique, notamment au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, pour ne pas parler du Sénégal. Vous êtes également membre fondateur de l'École supérieure de développement du leadership, ESDL, basée à Dakar au Sénégal, puis écrivain. Vous êtes très prolifique, beaucoup d'ouvrages sur l'entrepreneuriat à votre actif, donc plusieurs ouvrages dont Entreprendre en Afrique, les clés du succès. Donc vous avez des conseils très utiles à donner au nouveau jeune président sénégalais. Merci d'avoir pensé ainsi. Je pense que dans leur équipe, ils ont énormément de compétences à faire valoir, donc je leur laisse ce travail-là pour le moment. Avec nous, Eladj Diouf, bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous? Ben très bien, on ne se plaint pas du tout. Diouf est journaliste, chroniqueur notamment sur Néo d'Info 1. Vous suivez ses chroniques quotidiennes tous les jours à 18h10, décryptage. Il est historien également, consultant en communication. Il est formateur, islamologue, beaucoup de cordes à son arc, Diouf. Ben, c'est comme ça que nous, on a été formés. Nous, on aimait la lecture, on aimait apprendre. Ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on se retrouvait facilement avec plusieurs cordes parce qu'on ne cherchait jamais une seule chose. Et notre troisième invité, que vous connaissez déjà, Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour. On va parler du Sénégal. De nouveau. Et quand je regarde le nouveau président du Sénégal, je me dis, mais mon pauvre gars, tu es trop vieux pour devenir président, c'est fini. Les jeunes ont pris l'affaire en main. Et la jeunesse a pris les choses en main. Et c'est ce que nous encourageons. Plus un président est jeune, plus il écoute son peuple, plus il écoute sa jeunesse, qui constitue le fer de lance du peuple. Voilà. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président 44 ans du Sénégal, 5e président. Je rappelle que l'ambassadeur Sogoyou Kegewe est journaliste de formation et puis vous avez pratiqué le journalisme pendant longtemps au Togo avant de vous envoler pour des questions diplomatiques, notamment ambassadeur du Togo en Allemagne. Peut-être qu'un jour il faut m'inviter spécialement pour faire ma biographie parce que on dit tout et son contraire sur moi et bon, tu sais, c'est comme le Messie quoi. Il y en a qui disent ceci, d'autres disent cela. Bon, c'est tout un mélange. Ah oui, voilà. Mais je peux juste préciser que vous avez fait la même école qu'un certain Norbert Zongo. Norbert Zongo, mon confrère Yovodevi qui est encore conseiller en communication à la présidence, dont je suis très fier. Ben, c'est comme ça, c'est mes collègues de classe. Mais on m'a dit que vous étiez particulièrement brillant, régulièrement major. Est-ce que c'est vrai? Quelquefois, vous êtes brillant parce que les autres sont moins brillants. Sinon, parce que si on amène des brillants, tu verras que tu n'es rien. Il y en a toujours un qui est plus brillant que l'autre. Mais bon, on se débrouille comme on peut. Merci de votre disponibilité, de votre sacrifice. On vous prend tous les dimanches. Je sais que ce n'est pas peu. Mais écoute, moi j'étais allé à Kara pour l'ouverture de la campagne des législatives. Mais je suis revenu hier. Voilà. Parce que ces élections ont été reportées. Oui, mais on verra. Ça ne va pas durer un siècle. Et si vous nous suivez actuellement, dimanche midi, vous êtes en direct, vous pouvez participer à cette émission. Vous connaissez les règles du jeu. Je rappelle le contact par lequel vous pouvez contribuer
à cette émission, à l'enrichir. C'est plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43, précise l'indicatif plus 228, et vous nous envoyez vos appréciations sur les premiers pas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que le tandem Sonko Diomaye propose? Quels sont vos conseils pour le nouveau président sénégalais? Envoyez vos contributions, j'aurai le plaisir de les relayer dans la seconde partie à partir de 13h10 UTC. Et si vous nous suivez en différé, c'est l'occasion de soutenir cette émission en la likant. Votre pouce, oui, il est exigé. Faites-le en même temps pour ne pas oublier. Et abonnez-vous à notre chaîne New World TV pour recevoir nos programmes dès qu'ils sont disponibles. Et n'oubliez pas de partager New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui est en train de changer devant nous, cette Afrique qui va gagner. Alors, chers consultants, élection, résultats acceptés par tous, il n'y a pas eu de contestation, c'est rare en Afrique. Puis, investiture XXL, c'était grand, sans faux pas, sans incident. Le tout survenu en moins de 10 jours chrono. Chapeau, mais à qui tirer ce chapeau, Théola? Déjà, je renouvelle mes félicitations au président de la République. Entre parenthèses, j'ai la chance de me retrouver dans une émission où je suis régulièrement deux doyens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect et de considération pour leurs analyses politiques, pour leurs leçons de vie. Et comme je le dis très régulièrement, des personnes de vos parcours, de vos valeurs doivent régulièrement écrire des ouvrages, partager leur savoir-faire. Vous le faites déjà, mais je vous encourage à continuer dans cette lancée. Je ferme cette parenthèse en disant que j'ai toujours soutenu que le Sénégal est un pays mature où les populations sont ensemble et qu'il y a une solidarité assez pointue. Donc, pour le mérite, je dirais d'abord nos mamans qui nous ont donné la carte blanche pour manifester notre désaccord par rapport à ce que l'ancien président Macky Sall voulait faire. Le mérite vient également à nos valeurs qui sont héritées de nos grands-parents, qui nous ont toujours dit, au cas où vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous dans la légalité en incarnant des valeurs fortes de notre identité. Le mérite revient aussi à la neutralité de nos autorités judiciaires. Et comme j'avais dit dans l'une de vos émissions, nous avons un concept fort chez nous, Loy Wahwa Konyba, qu'est-ce que tu diras au quartier? Je pense qu'ils ont beaucoup pensé à tous ces éléments pour prendre les bonnes décisions. Enfin, remercier les autres personnes qui ont contribué à ce que l'élection présidentielle puisse se tenir à bonne date. Et tout s'est passé dans de bonnes conditions. Ensuite, jusqu'à l'installation de notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tous les étrangers, New World TV y a contribué à travers ses chroniques, d'autres télévisions, d'autres conférences. C'est-à-dire toute l'Afrique s'est mobilisée pour prêter main forte au peuple sénégalais. Et tout le monde, finalement, est vainqueur. Mais toujours, je privilégie les mamans qui ont bien travaillé. Maintenant, juste pour une petite conclusion. Monsieur le Président de la République, moi, vous avez une période de grâce de ma part entre 6 mois et 1 année. Vous héritez d'un pays où nous avons une dette assez élevée, 13 000 milliards, je crois. Et vous héritez d'un pays où il y a une bonne perte de vitesse en termes de valeur. Vous héritez d'un pays où il y a beaucoup de changements du point de vue institutionnel. Il y a plusieurs choses qui sont là. Moi, vous avez ma période de grâce. Maintenant, si vous mettez au travail avec l'équipe dirigeante et respectez les engagements que vous avez pris, vous n'allez jamais entendre ma voix, ni au Sénégal, ni à l'étranger. Je vous donne 2 éléments que le président Ousmane Sonko répétait régulièrement. Dans ses analyses, il disait qu'il faut qu'on construise un modèle de développement orienté sur le peuple. C'est-à-dire, il se fait un don de soi et que le peuple bénéficie des avantages de la nation. En tout cas, c'est ce que j'ai vu pour le moment et je veux que ça continue. Un deuxième élément, comment faire de sorte que les discours d'intention, les professions de foi, les déclarations inutiles ne fassent plus, en tout cas, l'enjeu majeur d'un développement d'un pays. Comment s'enraciner
et s'ouvrir plus tard pour que tout le monde se trouve concerné par la gestion du pays. Ces deux éléments, j'y crois et je pense que s'il continue dans cette logique-là, on pourra voir le Sénégal arriver à un autre destin. Et moi, la seule chose qui me fera plaisir, c'est que j'ai toujours estimé qu'il faut qu'un Africain prenne les politiques de Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, pour les implémenter dans son pays, pour avoir un signal fort en termes de souveraineté, en termes de bonne politique, où que les populations s'impliquent et que ça donne de bonnes retombées pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire pour cette première question. La Diouf, la démocratie sénégalaise s'est fait peur. Finalement, tout est bien qui finit bien. À qui tirer le chapeau? Les dieux sénégalais? Moi, je me dis que s'il y a un seul chapeau, on tire le chapeau au peuple sénégalais. Et au peuple sénégalais dans son ensemble, parce que quant à l'approche des élections, beaucoup de gens ont suivi plutôt à partir du report des élections, mais bien avant le report des élections, quand on a commencé à sentir qu'il y avait des manigances pour éventuellement tirer le mandat du président de la République, mais vous avez vu les Sénégalais se mobiliser sans attendre que personne ne leur demande de se mobiliser. Moi, par exemple, j'ai retrouvé certains de mes professeurs qui sont à la retraite depuis plus de 20 ans, mais qui se sont mis à écrire, à parler pour dire non, on ne peut pas laisser le Sénégal, en Wolof, nous l'appelons notre pirogue, Sunugal. On ne peut pas laisser notre pirogue chavirer, parce que quand elle va chavirer, on ne va pas reprocher à celui qui conduisait la pirogue tout simplement, nous serons déjà dans l'océan, est-ce qu'on aura même le temps de dire quoi que ce soit? Donc on a tout un peuple qui s'est levé, et ce qui est intéressant ici, quand je dis le peuple, je ne parle pas des partis politiques. Les partis ont mené leur combat sur le plan politique. Le peuple s'est levé pour que le Sénégal reste le Sénégal. Vous avez une très grosse coalition qui s'appelle Aar Sunu Élection, qui s'est battue pour que les élections aient lieu, mais vous ne les avez nulle part entendu soutenir un candidat, critiquer un candidat. Ils ont joué leur rôle en tant que société civile, sans être ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Je crois que c'est ces éléments-là qui ont fait que le Sénégal a triomphé par rapport à ce que certains d'autres attendaient. Certains avaient même pensé que ça risque de finir mal, l'armée va prendre le pouvoir, on risque de voir un coup d'État au Sénégal, etc. Mais j'avais dit sur le plateau de décryptage, c'est les Sénégalais qui vont régler leurs problèmes, sans l'Union africaine, sans la CEDEAO, parce qu'on a besoin de personne. Nous sommes habitués à des crises, nous savons sortir de nos crises, et le peuple sénégalais l'a fait. Maintenant, s'il fallait distribuer de petits chapeaux, mais il faut distribuer un chapeau à la coalition Diomaye, puisque c'est un peu le PASTEF. Et ces gens-là, ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont vraiment fait preuve de résistance, de détermination pour arriver là où ils sont arrivés. Il faut faire la même chose également avec une bonne partie de l'opposition sénégalaise qui a accepté à un certain moment d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire on s'est battu sur des principes pendant une longue période pour aboutir maintenant au dernier moment avec la présidentielle. Chacun est allé dans son camp. Il faut féliciter tous les candidats, regretter qu'ils ont été victimes de ce qu'on appelle au Sénégal le vote utile. Il est clair qu'il y a des candidats qui se sont retrouvés avec 0, qui ont une représentation en termes électoraux qui est plus importante. Mais le peuple sénégalais avait voulu résoudre un problème en une seule fois. Le peuple ne voulait même pas d'un deuxième tour des élections pour qu'on discute encore, est-ce que le président part, est-ce qu'il reste, etc. Ils ont résolu tous les problèmes en même temps. Maintenant, on peut également donner le plus petit des chapeaux au président de la République. C'est lui qui était là quand même pendant qu'on organisait les élections. S'il l'avait voulu, il aurait pu mettre des cailloux un peu partout, mélanger les résultats pour qu'on se retrouve dans une situation difficile. Mais il aurait pu prendre le chapeau lui-même s'il avait tout simplement pas fait ses manigances au dernier moment, quitter le pouvoir en organisant des élections aussi propres où il n'y a eu aucune contestation sous aucune forme que ce soit de la part d'aucun de ceux qui ont été candidats à ces élections. On aura le temps de revenir sur le cas Macky Sall. Excellence, maintenant, je voudrais qu'on parle de l'investiture, de la cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président du Sénégal. Vous avez suivi sans doute cette cérémonie grandiose. Mais pourquoi autant de représentations étrangères de haut niveau, Beaucoup de présidents de la République, beaucoup de premiers ministres.
une pléiade de représentations étrangères. Pourquoi? Comment vous comprenez? Mais parce que ça en valait la peine. Voilà des gens qu'on a martyrisés, pratiquement crucifiés par des séjours répétés en prison, par des calomnies inventées par les politiciens et soutenues par des magistrats. L'histoire du viol d'une pute professionnelle. Si vous violez une pute, là, dites-moi qu'est-ce qu'on fait des autres filles. Donc tout cela, ils ont traversé. Mais c'est des dirigeants, le Sénégal, ils ont parlé des Sénégalais, c'est un peuple extraordinaire. Lui, il a souligné le fait qu'ils ont une société civile qui n'est ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire ni pour le pouvoir ni pour l'opposition. Mais c'est différent de certains pays où la société dite civile est plus radicale que les politiciens. Ça mélange tout, ça crée du désordre. Il faut que chacun joue son rôle. Le peuple sénégalais est un peuple dans lequel chacun joue son rôle. Alors, ils ont eu droit à des dirigeants charismatiques, pour ne pas dire messianiques, qui sont venus pour, en tant que redresseurs de tort. Alors, pourquoi les gens se sont précipités aussi nombreux? Mais qui n'aurait pas plaisir à aller serrer la main de ces héros-là? Les deux là, c'est des héros, il faut appeler les choses par leur nom. Même si par modestie, si on ne veut pas que le pouvoir leur tourne la tête et qu'ils se livrent aussi à des comportements bizarres, on est obligé de dire que c'est des héros. Tu as vu comment on a maltraité Sonko? Comment dans sa voiture des petits gendarmes de rien l'humiliaient? Tu as vu ça? De chez lui, on l'empêche de sortir. Son enfant veut aller au lycée, on l'empêche de sortir. Dans un pays démocratique, dirigé par un soi-disant démocratiquement élu. Mais tout cela, au finish, on dit merci à Macky Sall parce qu'il a rendu la situation assez fermentée pour conduire tout le Sénégal à dire non à la France-Afrique. En fait, c'est ça l'enjeu. Il faut dire non à la France-Afrique. Le Sénégal dit non à la France-Afrique. C'est Macky Sall qui a préparé le terrain. Il n'avait aucune raison de torturer Sonko, de torturer Bachir Faye, l'acteur. Il n'avait pas... Ça dit que c'est dans cette torture qui les ont rendus plus populaires encore. Donc tout le monde s'est précipité à Dakar pour leur prestation de serment parce que c'est un modèle que tout le monde doit suivre. Parce que ailleurs, il y a des panafricanistes qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont au Burkina. Mais les ennemis de toujours, les esclavagistes, les négriers, c'est des putschistes. Bon, voilà un gouvernement qui n'est pas putschiste, mais qui dit et fait, et va faire ce que vos putschistes là, que vous diabolisez là, ce qu'ils font. Donc, il est un modèle démocratiquement élu, anti-France-africain, et orienté vers les vrais problèmes du peuple. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que les sociétés françaises ont payé leurs impôts au Sénégal, pas en France. Comment vous avez pu, pendant plus de 60 ans, supporter cette escroquerie géante? Des gens travaillent chez vous, gagnent l'argent chez vous et vont payer les impôts ailleurs. Nous avons supporté ça. Alors, première mesure, on a fini avec ça. Ils n'ont même pas mis 2 jours pour annoncer ça. Donc, nous souhaitons que leurs actes collent aux propos qu'ils ont tenus avant, pendant et après les élections. Donc tout le monde est allé parce que c'est un modèle. Théolam, tout le monde était là, presque. Tinubu du Nigeria, Akufo-Addo du Ghana, les anglophones se sont simulés. Sissoko Embalo était dans la place, beaucoup de premiers ministres, mais il y a eu la présence remarquée des délégations de l'AES, ovationnées, plusieurs fois applaudie. Quel signe, comment décrypter ce signal? C'était quoi? Pourquoi ils étaient particulièrement applaudis? Tu sais, merci pour cette question déjà. Je rejoins mon grand frère Mamadou Diouf. J'avais dit ici également, nous n'avons besoin ni de l'UEMOA, ni de la CEDEAO, ni d'une quelconque organisation pour régler nos problèmes en tant que Sénégalaises et Sénégalais. Nous sommes un peuple où nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour régler nos différends. On n'avait pas besoin de tout ça. Maintenant, le fait qu'il y ait une présence massive d'autorités africaines et surtout d'autorités qui prônent pour la rupture, pour moi, c'est un signal fort.
Cela veut dire nous, en tant que Sénégal, plusieurs pays nous suivent. Nous sommes intéressés par plusieurs nations. Et cela veut dire également que le peuple est important dans la gestion des affaires de la nation. Et un autre élément quand même qui est important sur le fait que ces pays sont venus massivement et surtout les pays de l'AES, pour juste dire le Sénégal doit appartenir au peuple sénégalais, pas à la CEDEAO. Moi, vous connaissez, vous tous, mes positions par rapport à cette organisation où c'est un syndicat de personnes qui prônent pour boire le champagne entre eux et nous contraindre de suivre leurs orientations. Au lieu de donner de l'eau potable à toute la population africaine, ce syndicat se concentre sur leurs acquis et boire le champagne qui est le meilleur et nous, on est laissé en rade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ces différents déplacements des autorités africaines qui sont venues à Dakar? Premier élément, est-ce qu'il n'est pas le moment, en 2024, que le Sénégal puisse travailler avec un pays qui s'appelle le Niger, que le Sénégal puisse mettre en place un programme de partenariat avec le Togo, que le Sénégal puisse développer un projet avec le Bénin, que le Sénégal puisse développer un projet avec le Mali. Comment? En évitant tout ce discours théorique et en jetant les bases d'une pratique réelle sur les programmes. Le Mali et le Sénégal peuvent convenir d'un accord pour créer une brasserie, pour promouvoir les boissons naturelles. Cela va développer notre économie. Au Bénin et au Togo, il y a une attention particulière portée sur les médicaments traditionnels. Le Sénégal pouvait apporter une expertise, les deux pays leurs expertises. Ensemble, on crée une industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur des programmes qui nous permettent de gagner cette souveraineté que nous cherchons autant. Et souvent, les gens ont tendance à m'expliquer que c'est dur. Mais si je fais référence à la personne pour qui j'ai plus d'admiration au monde, Thomas Sankara, je peux vous dire que c'est tout à fait possible. Déjà, de 87 à 91, il a réussi à créer les conditions pour la souveraineté alimentaire de son pays. Il a construit des barrages, il a fait énormément de projets sans l'intervention d'argent venant de l'étranger. Donc aujourd'hui, avec tous les moyens dont nous disposons, avec une population assez riche en termes de savoir, assez riche en termes de moyens financiers également, et une diaspora assez intéressée, je pense que nous avons tout aujourd'hui pour travailler entre Africains, main dans la main, on trouve les solutions à nos problèmes. Parce que vous imaginez ce qui se passe chez nous sans l'intervention des puissances occidentales. C'est eux qui nous fournissent à manger. Regardez nos assiettes. Il suffit juste de filmer une personne qui mange au restaurant et vous allez vous rendre compte que dans son assiette, tout vient de l'autre côté. Vous imaginez ici les conditions sur lesquelles nous travaillons. Ces conditions sont fantastiques. Les auditeurs arrivent à nous entendre. Ils nous suivent parce qu'il y a une technologie créée par d'autres puissances. Nous buvons de l'eau potable parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont réfléchi à nous donner la solution pour qu'on buive de l'eau potable. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps, nous-mêmes en tant qu'Africains, que nous développions nos propres approches, nos propres choses, exploiter nos propres ressources et travailler ensemble et nous pouvons trouver des solutions qui concernent nos principales problématiques. En tout cas, c'est sur ça que j'attends le nouveau président, un chantier fort pour l'émergence de l'Afrique. Et nous, les jeunes entrepreneurs, on y croit. C'est pourquoi je suis là au Togo. D'autres personnes y croient. C'est pourquoi ils sont dans d'autres pays. Un Togolais qui est installé en Zambie, ainsi de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un signal fort pour montrer que nous pouvons prôner pour la rupture. Ah ben pour dire comme M. Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Excellence, à l'applaudimètre, l'investiture au Sénégal là-bas, Doumbouya, les délégations du Niger, du Mali, pourquoi ils ont émergé du lot? Mais attends, la question ne devait même pas se poser parce que les Sénégalais ont voté pour des gens qui pensent comme les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. C'est-à-dire que l'indépendance de leur pays, que les richesses de leur pays reviennent aux populations, à leur population. Il est normal que ces précurseurs soient acclamés à la hauteur de leur courage, de leur témérité, parce qu'on les menace de mort et d'assassinat matin, midi, soir. Et je voudrais dire au passage que le président élu
du Sénégal, qu'ils ne se disent pas que, comme moi je suis élu, on ne va pas vouloir m'assassiner chaque matin comme on fait pour le jeune Traoré ou Assimi Goïta ou Tiani. Non. Tant que vos propos, vos actions contredisent les intérêts des gens qui depuis des siècles vivent gratuitement sur le dos des nègres, vous êtes assassinable à tout moment. Donc, formez votre sécurité en tenant compte de ça. Il est donc normal, sans qu'on le dise, là, pour moi, le Sénégal est déjà un membre de l'AES. Parce que il a une politique orientée vers la satisfaction des intérêts de la population et non de tous les pilleurs assemblés qui prennent les impôts, ils vont les payer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Rien que ça. Quand on parle, les gens disent on est contre ci, on est contre ça. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on travaille à Dakar et qu'on paye les impôts à Paris? Qu'on travaille à Lomé, à Abidjan, à Niamey, à Ouagadougou, à Bamako, et on paye les impôts à Paris. Là n'est pas la question. La question, c'est comment se fait-il que vous avez accepté pendant autant d'années? Mais on a accepté quoi? C'est compris dans les accords assassins et scélérats de l'indépendance. On te dit, tu signes, on te donne l'indépendance, tu ne signes pas, on ne te donne pas. Alors, tous ceux qui ont dit, on ne signe pas, va voir ce qui s'est passé au Cameroun. Hein? Les Oumyobe, les machins, mais on les a assassinés un à un. Chez toi. C'est pas pour une question de monnaie qu'on a assassiné le premier président. Donc, ils n'avaient pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, qu'on peut s'offrir ce choix, il faut en profiter. Et le jeune président Diomaye, je crois que il va tenir et mener des actions en conformité avec ses propos. Parce que c'est pas être contre quelqu'un que de lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est du vol. C'est du pillage. Alors, dénoncer le vol et le pillage de quelqu'un, c'est pas être contre lui, c'est pour lui dire, mon ami, tu peux aller travailler dur comme les autres. Les Allemands travaillent dur. Ils sont la première économie de l'Europe, ils ne volent personne. Ils n'ont pas de mines d'uranium cadeau, de mines d'or cadeau, de mines de choses cadeau. Les Allemands n'ont pas ça. Mais c'est le plus puissant. La Hollande, les pays scandinaves, ils ne volent personne. Mais c'est les pays les plus développés, sur le plan social et tout. On nous rabâche les oreilles avec modèle social, machin. Non, ces modèles sociaux dont on nous fatigue les oreilles là, ils ne sont pas mieux que ceux des pays scandinaves. Mais eux, ils ne volent personne. Alors, dire à quelqu'un que tu nous voles, ça suffit. On dit non, que tu es contre lui. Donc, moi, pour ne pas être contre toi, je vais te laisser, tu vas me piller. Et mes populations vont mourir dans la misère. Et vous revenez vous-même avec vos médias toxiques, dire à ma population, si tu souffres, c'est que tes dirigeants, ils volent, ils font ceci. Et ce que vous-même, vous nous volez, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Donc, moi, je crois que, pour moi, dans ma tête, Diomaye Faye est déjà un militant de l'AES, même s'il ne dit pas je vais dans l'AES. Sinon, les gens de la CEDEAO qui sont là-bas, il y a parmi eux des espions de Macron. Et les vieux là, ils sont venus dans l'espoir d'impressionner les jeunes et les corrompre. Mais ça ne marchera pas. La vieillesse n'est pas un délit. Hein. La vieillesse n'est pas un délit. Sinon, moi-même, je serais un délit. Donc, je ne suis pas un délit. Mais, c'est que les gens sont allés. Ils savent pas, comme c'est démocratiquement élu, ils savent plus qu'est-ce qu'il faut dire. Pendant qu'ils sont là-bas, ils sont en train de préparer des coups d'État contre Maliens, Burkinabés et Nigériens. Pendant qu'ils sont là-bas. Je voudrais qu'on parle de Macky Sall, l'ancien président maintenant. Il a assisté à la cérémonie d'investiture. Et au soir de cette cérémonie, M. Sall a pris la tangente. Elhadji Diouf, pourquoi est-il parti, je ne veux pas dire sur la pointe des pieds, hein. Il est parti parce qu'il a terminé son mandat, c'est la première chose. Mais permets-moi de revenir sur cette question diplomatique parce que le Sénégal a toujours tenu la barre haute en matière de diplomatie. Il faut que les choses soient claires sur ce niveau. On n'a eu aucun président au Sénégal qui a eu des problèmes d'un point de vue diplomatique. Donc sur les questions diplomatiques, ils sont venus trouver un Sénégal qui est placé très très haut. D'ailleurs, pendant longtemps, les gens se plaignaient en disant que le Sénégal bénéficie de tout en matière de partenariat, d'aide, de représentation dans les organisations internationales, etc. Ça, c'est une réalité. Ça ne vient ni de Diomaye ni de Sonko. C'est une donnée sénégalaise. Et ils ont intérêt à la maintenir haute. Et je crois que c'est dans ça également qu'il faut comprendre la présence de tous ceux qui étaient là-bas, y compris les pays membres de l'AES que d'autres auraient pu considérer comme des gens qu'il ne fallait pas inviter parce que n'étant plus membre de la CEDEAO. Il est à préciser également que Diomaye, dans sa campagne électorale, avait été extrêmement clair
il va travailler à ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. C'est ça qu'il a tenu comme propos pendant la campagne. Non, dans une CEDEAO réformée. Mais bien sûr. Il a été très clair pendant la campagne électorale. Dans tous ses discours également, il a rappelé l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Aussi bien son premier discours après avoir gagné les élections, dans tous ses discours, il est très clair pour ce qui concerne la CEDEAO. Maintenant, le départ de Macky, comme je disais, son mandat est fini. Il l'avait dit quand même plusieurs fois que lui, le 2, il va partir. On lui a reproché même la façon de le dire parce que ça ressemblait par moments à de la bouderie. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait malheureusement. Il aurait pu faire preuve de beaucoup plus de grandeur en se disant, mais si vous avez besoin de moi, je suis prêt à vous accompagner. Ben, si on ne lui demande rien, on ne pourra pas lui reprocher de n'avoir pas accompagné le nouveau président de la République. Mais on peut se poser d'autres questions également par rapport à son départ. Une des questions, c'est qu'il a créé pratiquement la déconfiture au niveau de son parti, au niveau de sa coalition. Peut-être qu'il n'a pas envie d'assister à ce qui a déjà commencé à se faire, parce qu'Amadouba dit qu'il va aller créer son propre chemin pour laisser tous les autres et certainement aboutir à la création de son propre parti politique. Ben, il avait dit également qu'il va aller travailler pour Macron et il avait dit clairement que dès que son mandat finit, il va aller prendre fonction. Bon, s'il travaille pour Macron, ça ne sera certainement pas ni au Sénégal ni pour le Sénégal. Donc, s'il part, il y a une certaine logique. On s'interroge également, est-ce que c'est une crainte par rapport à la reddition des comptes? Parce que le nouveau gouvernement a déjà dit clairement qu'il y a 10 rapports qui vont être publiés, des rapports de l'IGE, de l'Inspection Générale d'État, des rapports de l'OFNAC, qui est l'office qui s'occupe de la lutte contre la fraude et la corruption, des rapports également de la Cour des comptes. Il demande à faire un audit du secteur du gaz, du secteur minier, etc. Ben, dans tous ces éléments, directement ou indirectement, le président Macky Sall pourrait se retrouver interpellé. Mais ils ont été clairs également sur ce plan. Ils ne feront pas de chasse aux sorcières. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, tout en disant également que la justice fera son travail. Maintenant, dans tout cela, pourquoi Macky est parti, ça aurait été intéressant qu'on lui pose la question. Peut-être il donnera la meilleure des réponses. Oui, Théolam, quitter la tête du Sénégal tout à coup et se retrouver fonctionnaire de Macron juste après, est-ce que ça n'alimente pas les suspicions des relations paternalistes qui existaient ou enfin supposées entre le Sénégal et la France? Moi, je ne vais pas beaucoup m'avancer sur cette question parce que je ne sais pas les raisons pour lesquelles il a pu prendre une telle décision. Mais je sais que du point de vue interprétation, il était beaucoup plus intéressant qu'il reste avec sa famille pour passer le témoin. Maintenant, pour travailler avec Macron, si c'est son choix, tant mieux. En tout cas, si j'étais à sa place, avec son parcours, avec ce qu'il a déjà fait, ça pouvait en tout cas servir de bonne dynamique pour apporter sa contribution encore dans notre pays. Ce n'est pas obligatoire, mais quand même ça peut être nécessaire, malgré tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai voté contre lui, donc je ne peux pas prôner autre chose que la rupture. Cependant, même si tu as fait de mauvais choix, il y a des choses qui ont été bonnes. Le fait qu'il apporte sa contribution, j'y trouve pas d'inconvénient. Voilà. Maintenant, tu vas me permettre de revenir sur la question de tout à l'heure. Je vais juste me baser sur son Excellence disait tout à l'heure. Notre président incarne cette adhésion à ce concept de AES. Moi aussi, je le perçois. Et dans même ces déclarations, y compris les déclarations de notre Premier ministre Ousmane Sonko, on voit naître des programmes du sankarisme. C'est-à-dire, les gens estiment que Sankara était vraiment le meilleur personnage pour l'Afrique. Et je peux citer une autre personne, Mamadou Dia, le siège du PASTEF. Son nom, c'est Kër Maodo, c'est-à-dire l'ancien président du Conseil après les indépendances, 1962, Mamadou Dia, l'ancien Premier ministre, qui était vraiment un personnage assez charismatique et surtout qui prônait pour l'identité africaine, pour un Sénégal debout, avec des projets assez précieux pour notre pays. Maintenant, si on lit la composition du gouvernement, avec la vision
de son programme, on sent qu'il veut développer cette approche africaine via l'AES. Regardez le premier personnage de notre gouvernement. C'est une femme, Yacine Fall, du point de vue protocolaire, je dis. Son ministère s'intitule Ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Et au début, on avait ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est-à-dire tout se passe comme si on exclut l'Afrique de l'identité étrangère. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on d'abord réfléchit en matière d'intégration africaine avant de parler des autres pays. C'est normal qu'on ait un ministère qui peut ressembler à notre identité. La deuxième chose, au niveau des femmes, le ministère, c'est la famille. C'est que le président Diomaye est en train de nous dire que revenons sur les bases fondamentales d'une famille dirigée par une femme. Et je suis totalement d'accord avec lui sur cette piste. Le troisième élément, le ministère de l'Agriculture, je pense de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. J'ai eu l'occasion, en tout cas, de passer 2 journées avec lui, jeudi et vendredi, à l'hôtel du 2 février, parce que la BIDC a organisé un forum. J'ai eu le plaisir de découvrir un homme d'une très grande qualité, d'une dimension intellectuelle assez poussée, pour développer de bons projets pour notre pays. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans l'agriculture, comment nous pouvons réussir à nourrir nos populations avec ce que nous avons comme ressources. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, comment développer un process intégré qui permet à ce que le Sénégal retrouve sa vraie place. Et pour moi, donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, je suis autant fier de mon pays et je suis content. Voilà. Ouais, vous avez amorcé la réponse de ma prochaine question, mais le temps que je fasse réagir son Excellence sur le départ de Macky Sall. Oui, entre parenthèses, avant de parler du départ de Macky Sall, je voulais rebondir sur le ministre de l'Agriculture du Sénégal. Je ne le connais pas, moi je ne suis pas sénégalais, mais j'ai vu une vidéo où le gars se trouvait dans sa ferme. Il a une ferme et une vraie ferme. Il n'a pas pris l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, à New York, au Canada. Même s'il a acheté, est-il qu'il a mis beaucoup d'argent pour créer une ferme? Et nommer un homme comme ça, ministre de l'Agriculture, est faire preuve d'intelligence, parce que on ne peut pas nommer des ministres de l'Agriculture qui, depuis leur enfance jusqu'au jour de leur nomination, n'ont jamais vu un champ. Des ministres ont été nommés, ils croient qu'on cueille les ignames dans les arbres. C'est pas normal, on ne cueille pas les ignames dans les arbres, mais elles sont sous terre, c'est là qu'on les déterre. Pour dire ça du ministre, c'est une chose, je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Ce gars-là, on dirait qu'il était prédestiné à être ministre de l'Agriculture du Sénégal. Maintenant, Macky Sall, il est parti. Mais c'est ce que nous avons dit tous les jours. Macky Sall était élu par les Sénégalais démocratiquement, mais il travaillait pour la France en général et surtout pour Macron. Comment tu veux, chef d'État, avec tous les honneurs, liés à ton rang, quand tu quittes le pouvoir, alors que le protocole te respecte toujours, hein, c'est-à-dire qu'un ancien chef de l'État, on connaît ses droits. Tu quittes tout ça et tu vas te faire le lave-linge de Macron. Hein, pour lui laver les sous-vêtements. Parce qu'il a créé un machin bizarre là. Et on te nomme président et tu pars. Tu laisses un pays comme le Sénégal, où tu as beaucoup à donner quand même. Macky Sall a fait la politique au Sénégal, il a grandi au Sénégal. Donc il a beaucoup d'expérience, tu ne veux pas les aider. Et qu'est-ce que tu fais? Il s'auto-proclame premier opposant. Mais quelle élection on fait de toi premier opposant de Diomaye Faye? Mais donc tu pars avec ton idée dictatoriale qui a consisté à les envoyer toujours en prison là. Mais dans ce cas, Diomaye Faye aussi va te jeter en prison, puisque tu es premier opposant là. On te met en prison. Nous, on voit l'ancien président que tout le monde doit respecter. Mais si tu veux aller créer la pagaille en tant que premier opposant, on te traite comme toi aussi tu traitais les premiers opposants. Maintenant, il y a des dossiers économiques hein, qui bougent. Rien que l'histoire de Covid, 1000 milliards. Il y a 10 ministres qui sont déjà listés, qui vont venir expliquer comment ils ont dépensé l'argent. Même ça, les histoires des hydrocarbures, même si quelque part ça doit remonter à Macky Sall, je crois quand même qu'un ancien chef d'État bénéficie quand même d'une immunité. Vous n'allez quand même pas aller le ramasser pour l'amener au tribunal. Donc Macky Sall devait rester au pays
quitte même à apporter assistance à tous ceux qu'il a induit en erreur avec une corruption XXXL. Mais il est parti, il les a laissés et il se demande, j'ai lu quelque part aujourd'hui que beaucoup d'entre eux, anciens ministres, anciens DG, se préparent à fuir. Et les Sénégalais disent non, il faut fermer la frontière, ils doivent attendre ici. Parce que certains ne veulent même pas faire les passations de service. Tu t'imagines? C'est que tu te reproches quelque chose. Donc moi je crois que Macky Sall aurait dû, après toute cette année ou 2 ans d'émotion, bon, qu'il prenne des vacances quelque part sur les plages aux Maldives ou bien dans les Caraïbes, bon, c'est bien, il va se détendre un peu, mais revenir au pays pour travailler pour son pays. Tant qu'il est le laquais de Macron, il sera dans notre viseur. Parce que les laquais de Macron, nous, on ne les aime pas. Voilà. La Diouf, en 5 minutes, analysons maintenant la nomination de Sonko Ousmane, le mentor de Diomaye Bassirou Diakhar Faye. Est-ce que c'est logique, cette nomination? Moi, je considère que la nomination, elle est logique. Elle était attendue également, puisque avant qu'il ne le nomme même, tout le monde avait dit, voilà, soit ça sera le Premier ministre, soit s'il y a dissolution de l'Assemblée, il va devenir le président de l'Assemblée, etc. C'est risqué également. C'est logique parce que quand un parti va à la conquête du pouvoir, le parti va à la conquête du pouvoir avec un projet. Mais quel parti va aller à la conquête du pouvoir, gagner le pouvoir et dire à quelqu'un d'autre de venir réaliser son projet? Pour moi, c'est logique que Sonko soit là comme maître d'œuvre pour qu'on réalise ce projet, d'autant plus que c'est lui qui avait été mis au devant par le parti. C'est la conjoncture et les attitudes pas normales du pouvoir qui ont fait que finalement, ce n'est pas lui qui s'est retrouvé au poste de président de la République. Donc, je trouve ça logique. C'était attendu également puisque dans les médias, certains même s'étaient permis, je ne dis même pas à nommer le Premier ministre, mais à faire le casting même pour le gouvernement. Bon, beaucoup ont eu tout faux parce que finalement, beaucoup de personnes attendues, on ne les a même pas aperçues. Mais sur le cas Sonko, pratiquement personne n'avait raté puisqu'il y avait 5 personnes qui étaient les plus citées pour occuper ce poste. Sonko en faisait partie. Et le risque, vous avez vu tout le débat sur une certaine dualité au niveau du pouvoir, en rappelant ce qui s'était passé entre Senghor et Mamadou Dia au début des indépendances. Vous avez bien des propos qui sont tenus, mais à mon avis, c'est 2 personnes qui ont mené ensemble un combat. Mais c'est à eux de savoir surtout ce que les Sénégalais attendent d'eux. Parce que c'est eux qui nous ont proposé l'antisystème. Mais s'ils ramènent le système en se combattant entre eux, au lieu de s'occuper du peuple sénégalais, moi je fais confiance au peuple sénégalais pour qu'il ne leur donne même pas 1 an avant de leur dire que ce n'est pas pour ça qu'on vous avait élu. Donc, maintenant, il faut qu'on accepte également d'être positif dans ce genre de situation. Ben, on a des gens qui viennent d'arriver, à moins qu'on ait une raison précise pour leur faire un reproche, mais quand il n'y en a pas, mais souhaitons-leur bon vent. Et prions pour qu'ils comprennent que, comme Sonko l'a dit après la nomination du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye tout seul ne peut pas régler les problèmes du Sénégal. Il faut que tout le monde accepte de mettre la main dedans, ben en commençant par lui en tant que Premier ministre pour qu'ils puissent réussir ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Ben justement, il a demandé la contribution de chaque Sénégalais notamment, Théo Lam. Mais je voudrais bien, en tout cas, dire qu'en fait, c'est normal ce que le doyen partageait tout à l'heure sur le fait qu'ils ont porté le projet ensemble, ils vont le dérouler ensemble. Maintenant, nous formulons des attentes. Vous avez constaté aujourd'hui, je ne parle que de Thomas Sankara. Je viens de finaliser un ouvrage sur notre modèle de développement et je suis écœuré de le dire. En fait, nous n'avons pas eu, après Thomas Sankara, un dirigeant à la hauteur des ambitions réelles pour une Afrique pure, dure, émergente. C'est pourquoi, en fait, en concluant cet ouvrage, je ne cesse de penser à ce personnage qui constitue pour moi la seule référence en matière de patriotisme, de fierté, de dignité, de souveraineté et de tout ce que vous pouvez imaginer de bon pour l'Afrique. C'est pourquoi je me dis, nous avons un président et un premier ministre qui croient à Thomas Sankara. Je leur demanderai comme attente de réduire le train de vie de l'État. Et je m'appuierai sur l'exemple de Thomas Sankara qui était très simple. Il y avait de grosses Mercedes, des voitures de luxe pour les ministres. On fait
avec les moyens du bord. Chaque ministre Il a d'ailleurs commencé avec la réduction du nombre de ministres, oui, 10 de moins que le gouvernement de Macky Sall. Je vais vous redonner la parole sur le sujet dans la seconde partie. Je vous promets, on va revenir là-dessus. Mais là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite. OK.